Aussi grand soit-il, le lagon calédonien n'est pas exempt de menaces, même sur ses rivages les plus isolés. Battue par les vents et la pluie, la côte est de la Grande Terre offre quelques-uns des paysages les plus sauvages de la Nouvelle-Calédonie. Accessible uniquement par bateau et pratiquement inhabitée, la côte oubliée a la magie des grands espaces vierges, à un petit détail près. Dans la commune de Thio, l'exploitation minière a saigné les paysages de terribles balafres. Les montagnes regorgent de nickel, le précieux minerai dont la Nouvelle-Calédonie est l'un des plus gros producteurs au monde. À la fin des années 70, la tribu de Petit Borendi a défrayé la chronique en s'opposant à l'exploitation minière du massif de Ngoy. Un souvenir qui laisse un goût amer à Johannes et Georgette Nonquet. Car l'ancien exploitant a laissé la mine en l'état et abandonné des tas de minerais et jamais déblayés. Voilà, et on a ça sur le dos. Et quand il pleut, il y a toute la pollution qui descend en mer. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils l'ont déboussé. Et ils sont partis. Notre végétation, elle n'est pas plus bonne qu'avant. Vous voyez les crêtes des montagnes là-haut? C'est tout dépioté, c'est tout... À chaque fois qu'il pleut, c'est la même chansonnette. C'est toute la côte qui est polluée. Dans les fonds de baie surtout, le rouge de la terre étouffe le corail et rappelle l'insatiable appétit pour leur vert calédonien. Ben regarde, il est quand même joli comme morceau, non? Mais pas question pour Georgette de laisser revenir les exploitants miniers. Moi, tant que je vis encore, je dis non. Je dis au moins non 5 fois. Non, non, non et non. Là, ils veulent exploiter, ils veulent faire du sondage. On dit non. C'est vrai, il y a des sous, mais qu'est-ce qu'on a pour des sous? Nos ancêtres, ils ont vécu sans le sou. C'est ce qu'on peut faire. On a la mer qui est là pour nous nourrir. On a la terre pour travailler. C'est seulement le feignant qui a faim, qui crève de faim. Mais c'est lui qui est courageux, il va dans son champ, il va à la pêche, et puis voilà. Malgré de sérieux efforts de reforestation, les mines de nickel mettent en danger l'autre grand trésor de l'archipel, sa végétation. Endémiques à près de 80%, les plantes calédoniennes sont au cœur de la culture mélanésienne. Difficile pourtant d'imaginer la Nouvelle-Calédonie sans ses mines de nickel. L'archipel possède à lui seul le quart des réserves mondiales et au prix d'énormes investissements, 2 nouvelles usines ont fleuri sur les rives du lagon, l'une au sud, l'autre au nord de la Grande Terre. À terme, le nickel pourrait représenter près de 40% du PIB du pays, déjà classé parmi les 4 territoires les plus riches du Pacifique. De quoi doucher les ardeurs des plus fervents défenseurs de la nature. À Petit Borendi, Georgette répète chaque matin le même rituel. Face à la mer, elle confie ses prières à François d'Assise, saint patron de l'écologie dans la religion chrétienne. Il n'avait pas de maison à lui. Il était dans les arbres, dans la nature, il rencontrait les animaux, il aimait les oiseaux. Et pour te dire que sa maison à lui, c'est la nature, hein, ça te fait réfléchir.
Georgette est célèbre dans tout le pays pour sa connaissance des plantes médicinales. Ce matin-là, elle prépare une décoction à base de plantes du bord de mer pour sa petite fille Hélène. Ici, c'est niemeuil dans la langue. Et c'est la marguerite sauvage. Ça sert pour la petite marmite à bébé, comme pour nous aussi, pour manger dans les poissons tout à l'heure. Voilà. Et ça, il y en a qui le font en salade, ils font avec les bénitiers, on le fait cuire aussi avec la tortue. Comme vous La petite marmite qu'on va la faire, c'est pour compléter le sein maternel, pour le repas de l'enfant, chez la femme mélanésienne. Et c'est ça, ce sont des plantes nutritives. Les vertus des plantes, j'ai appris avec mes anciens. J'aimais bien écouter à côté du feu quand ils me parlaient, voilà, il y a ça, pour soigner, pour guérir. Et c'est comme ça que j'ai appris, parce que j'aimais bien écouter les anciens quand ils parlaient. En un petit quart d'heure de cueillette, Georgette a réuni les 5 plantes médicinales nécessaires à sa recette. Élevée dans la tribu, à 2 heures de bateau de la première ville, tous ses enfants ont goûté à sa petite marmite. Et sans doute pleuré à chaudes larmes, car le breuvage, il est vrai, est un brin amer. C'est parce qu'elle a goûté les boissons gasseuses un peu, elle a goûté autre chose de bon, mais ça n'empêche pas qu'on soit courageux à bien faire sa marmite quand on est à la tribu, tu vois. Dans les fonds des tribus, tu fais tout ce que tes parents ils t'ont appris. Dans le nord de la Grande Terre, les collines de Poum offrent un terrain idéal à la plus célèbre plante médicinale de Nouvelle-Calédonie. Connu des Mélanésiens depuis la nuit des temps et découvert à la fin du 19e siècle par un pharmacien français, le niaouli est devenu l'arbre emblématique de l'archipel. Salut mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors comment ça va, ça s'est bien passé? Ouais, bon. Vous avez bien coupé? Oui. Ouais. Ouais, ça va, il y a un bon petit tas là quand même, vous en avez fait pas mal. Le niaouli, c'est quelque chose qui poussait aussi dans des endroits très, très particuliers. C'était une plante de marécage. Il fallait qu'il ait ses racines dans l'eau. Mais il a une graine qui est très, très, très légère et qui s'envole donc facilement avec le vent. Comme la Calédonie a bien brûlé pendant des années, on a débroussé la Calédonie pour faire de l'élevage, pour faire de la mine, tout ça, on mettait le feu. Et le niaouli, la graine de niaouli est venue partout. Et l'arbre a recouvert toute la Grande Terre. C'est le seul endroit sur la planète où on trouve autant de niaouli au kilomètre carré, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Alors le niaouli, Melaleuca quinquenervia, c'est l'arbre qui donne l'huile essentielle de goménol, hein, l'huile de niaouli, une très très bonne myrtacée. Et l'huile goménolée était bien connue en France. Pendant longtemps, ça a été le produit miracle, hein. C'était vraiment les médicaments miracles. Il y a 2 grands principes actifs dans le niaouli. Il y a ce qu'on peut appeler l'eucalyptol, hein, qui est basé sur, qui va soigner tout ce qui peut être ORL, et puis le viridiflorol à l'intérieur, qui va soigner tous les problèmes de peau, de cicatrisation, tout ça, c'est contenu dans le viridiflorol. Malgré son exceptionnelle concentration en produits actifs, le niaouli calédonien subit de plein fouet la concurrence des pays en voie de développement, Madagascar en tête. Jean Broudissou se contente lui d'exploiter une petite distillerie artisanale installée à Point-Gamme. Une fois par semaine, le chaudron est rempli de feuilles de niaouli récoltées par les tribus du nord de la Grande Terre.
Alors pour une distillation, pour 1 tonne de feuilles de niaouli, on va récolter à peu près 6 litres d'huile essentielle, 5 à 6 litres d'huile essentielle. Après 24 heures de distillation à la vapeur, les feuilles de niaouli livrent leur précieuse essence. La vapeur passe à travers les feuilles de niaouli, elle dissout au passage la quantité infime d'huile qui est contenue dans chaque feuille, et puis après ça repasse dans ce condenseur, ça recondense la vapeur qui ressort ici, et là on voit une séparation instantanée de l'huile et de l'eau. Donc l'huile de niaouli qui est plus légère que l'eau va se monter, va rester en surface, et l'eau florale va se mettre dans la partie basse, elle est évacuée par le bas. On a commencé en 2006. On avait trouvé un laboratoire autrichien qui recherchait du niaouli à viridiflorol. C'est pour ça qu'on a monté la distillerie. Et puis on n'a pas réussi à la produire suffisamment. L'inconvénient des gens en Europe, c'est qu'ils parlent toujours en tonnes, en dizaines de tonnes, tout ça. Alors que nous, en Calédonie, on aime bien parler en kilos. Aussi bien pour le sel que pour les huiles essentielles. Avec la foi des précurseurs, Jean Brodissou s'est lancé dans une dernière expérience, unique à ce jour dans le lagon calédonien. En échangeant avec des scientifiques, Jean s'est aperçu qu'une dizaine d'espèces d'algues étaient parfaitement comestibles. Aussitôt dit, aussitôt fait. Jean a démarré une petite exploitation, parfaitement artisanale elle aussi. Là, ces algues, après, on va les mettre, on va les trier, bien les nettoyer, et on les fait sécher. Après, on les broie pour faire de la poudre d'algues. Puis après, on la commercialise comme ça en petits pots, ou mélangé avec le sel aussi. La cueillette se fait au jour le jour, à l'aide de radeaux en bambou bricolés avec les moyens du bord. En 2 heures de temps à peine, Jean et son équipe ont récolté une 50aine de kilos d'algues. Largement de quoi assurer la prochaine commande. À terre comme en mer, Jean Brodissou a fait de Point Gamme son pays de cocagne. À 60 ans passés, l'aventurier a trouvé son paradis et fait de la nature calédonienne un inépuisable réservoir de projets. Bon, en Calédonie, il y a une matière qui est super importante, où là c'est vraiment la grosse industrie, c'est faire du nickel. Donc j'ai commencé, quand je suis arrivé en Calédonie, j'ai travaillé 3 jours quand même dans une mine, puis je me suis dit non, c'est vraiment pas fait pour moi, c'est vraiment pas ça. Et puis après, je me suis fait restaurateur, et puis de fil en aiguille, j'ai toujours dire tiens, j'ai mon restaurant, on va essayer de l'approvisionner directement, une partie avec le lagon, une partie avec le jardin, on va faire des produits bio. Je serais parti élever des biquettes en Lozère, tout ça pour faire du fromage de chèvre. Je pense que ça aurait été pareil, mais je me serais limité au fromage de chèvre. Alors qu'ici, je suis arrivé dans un pays, si tu veux, où c'est super sympa, où on peut faire quand même beaucoup de choses, beaucoup d'activités. C'est chouette, quoi. C'est bien. Mais c'est mon rêve de 68 arts qui s'est réalisé, tout à fait. À 100 km à l'est de la Grande Terre, une île fait doucement germer d'autres rêves en vert et bleu. Plus vaste que la Martinique, mais peuplée d'à peine 9000 habitants, Lifou est la plus grande des îles Loyauté. Vous voyez, le bleu ici, ça ne triche pas, c'est du bleu, vraiment du bleu. Et le vert, c'est vraiment du vert, vivant. Quand vous survolez en avion, on a comme l'impression qu'il n'y a personne qui vit dedans. Alors, les tribus sont un petit peu dispatchées dans les 3 districts, mais sinon, c'est vert, c'est que du vert. Enfant de Lifou et chef de la tribu des Ounété, Bassier Igésier se consacre depuis 10 ans à protéger l'exceptionnel patrimoine naturel de son île. Nous sommes juste à 300 mètres de la mer, on est un petit peu à l'intérieur des terres. On ne fait qu'emprunter les sentiers des anciens pour se rendre à la plage, là, à la réserve naturelle coutumière. C'est la grande œuvre de Bassier, le lancement de la toute première réserve coutumière de Lifou. Un projet concocté avec son complice Olivier Hébert, ornithologue naturaliste
installée depuis 15 ans dans les îles Loyauté. Donc là, on entend des siffleurs dorés. Donc c'est un oiseau qui est présent à Lifou, surtout dans le nord de l'île et surtout dans cette zone ici de Ngoni. En Nouvelle-Calédonie, c'est le seul endroit où il y en a avec OVA. Et du coup, là, ils sont très actifs et c'est des oiseaux vraiment qui donnent une couleur sonore à la forêt absolument extraordinaire. C'est un des nombreux enchantements de la forêt. Ouais. La forêt de Lifou est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel dans le sens où c'est une immense forêt primaire qui recouvre à peu près 70% de Lifou. Et après, on a de la forêt secondaire autour et tout ça. Et tout ça, ça fait 1000 km² de forêt d'un seul tenant. Donc c'est un espace naturel qui est vraiment très particulier. C'est comme si un peu on avait mis un morceau d'Amazonie au milieu du Pacifique. Il y a de ça, et puis en même temps, c'est pas l'Amazonie non plus, parce qu'on est sur un socle calcaire qui est donc un socle corallien, qui donc fait qu'il y a très peu de sol, il y a très peu de terre. Donc les arbres se sont accrochés à cette terre-là, la végétation, les animaux, tout ce qui vit ici s'est accroché à cette terre, alors que ce n'était pas forcément très favorable au départ. Et tout ça, c'est quelque chose d'unique. Lifou était autrefois un atoll, comme ceux que l'on trouve un peu partout dans le Grand Pacifique. Il y a des millions d'années, l'activité volcanique a brusquement surélevé l'île. Les récifs coralliens se sont retrouvés à l'air libre et sculptent désormais un littoral pas franchement hospitalier. Les plages sont rares à Lifou, mais après 3 quarts d'heure de marche, la réserve coutumière dévoile son joyau. Nurserie pour les poissons côté récif et lieu de ponte pour les tortues côté plage, Ngoni a gardé une pureté quasi originelle. Il y a du monde. Il y a du monde sur la côte. Là, ouais. Et bizarrement, ils sont à l'intérieur des côtes, quoi. Ils sont là, tout près. Ouais, mais ils D'habitude, on utilisent les voit le au vent. large, si tu veux. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que... Ce jour-là, la réserve offre un spectacle exceptionnel. Le passage de milliers d'oiseaux marins en transhumance vers l'île voisine d'Ouvéa. Donc là, on a des puffins du Pacifique, Puffinus pacificus. C'est donc des oiseaux marins qui sont les plus communs dans la région. Mais la Nouvelle-Calédonie en général et les Loyautés en particulier ont une grosse concentration de ces oiseaux-là. Donc nous, sur Lifou, on n'a pas de grosse colonie, mais tout le travail de protection de la réserve consiste à essayer de faire en sorte qu'ils reviennent s'installer ici. Les puffins sont des oiseaux qui font des terriers, donc ils ont besoin de sable. Et ici, c'est un des très rares endroits sur Lifou, sur l'ensemble de l'île, où il y a vraiment du sable et une dune qui permet de pouvoir creuser des terriers éventuellement dans le sable. On sait dans les autres îles et dans les autres endroits que c'est surtout à cause des rats que les oiseaux marins ont disparu. Et ici à Lifou, actuellement, il n'y a plus de colonies d'oiseaux marins, parce qu'elles ont été probablement totalement éliminées par les rats. Et donc nous, en essayant de réguler les rats noirs, ici, et les surmulots, enfin les rats noirs qu'on trouve beaucoup ici, on espère que les oiseaux marins vont pouvoir revenir s'installer. Ouverte aux visiteurs, mais interdite à toute forme de prélèvement, la réserve coutumière de Ngoni est mise sous la protection des jeunes de la tribu. On voit qu'elle a été chercher du sable pour renflouer ici. Là-bas, c'est un peu la même chose. Et puis là, on a une espèce de petite cuvette là, ici, là, qui est probablement une émergence, quoi. À moins qu'elle soit venue pondre en fait jusqu'ici et que c'est celui-là qui soit le deuxième qui nous intéresse aujourd'hui, quoi. Reconnaissance des espèces, règles d'observation. Avec l'appui technique d'Olivier, Bassier a lancé le programme de formation des futurs gardes nature de la réserve. Donc là, a priori, c'est émergé. Si on ne fait pas confiance à la jeunesse, comment veux-tu faire avancer un pays? Bien sûr, nous les adultes, au niveau des coutumiers, tout ça, nous serons là pour garantir, conseiller et avoir des recommandations. Mais être en action sur le terrain, pour moi, c'est une gage de confiance et de réussite à long terme, bien sûr. Comme ses voisines des îles Loyauté, Ouvéa et Marais,
Lifou est en grande partie préservé de l'impact humain. Mais ces fonds marins attisent les convoitises. Contrairement à la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, Lifou est directement ouverte sur l'océan. Elle ne possède ni lagon, ni récif barrière. La vie corallienne s'est développée ici sur un étroit liseré qui épouse le littoral, le récif Frangeant. Extraordinairement claires et poissonneuses, les eaux de Lifou sont parmi les plus belles du Pacifique. Un paradis pour les amateurs de plongée en général et les chasseurs sous-marins en particulier. Comme la plupart des jeunes de Lifou, Lino pêche en apnée depuis qu'il est tout gamin. Pour l'adrénaline et la quête du plus beau trophée, Lino a souvent cédé au travers des fanas de la gâchette, avant de se rappeler la règle des pêcheurs mélanésiens: tu ne prélèveras que ce dont tu as strictement besoin. Nous, notre culture, elle est beaucoup liée à la nature, à notre biodiversité. La mer, la terre, les arbres, on est très liés avec la nature. Si demain, il y a des espèces qui disparaissent, ben, c'est une partie de notre culture qui disparaît aussi. Anne Goni, les futurs gardes nature s'attaquent à une tâche un peu ingrate, mais indispensable à l'avenir de la réserve, la chasse au rat noir. L'envahisseur omnivore a un point faible, son goût immodéré pour la noix de coco. Ben, là, on a mis les tapettes en hauteur. C'est pour plus sélectionner le rat noir. Comme les rats noirs, ils grimpent, pas comme les rats du Pacifique. Ils ne sont pas trop grimpeurs. Alors que les rats noirs, ils peuvent grimper au cocotier. Et puis éviter aussi les crabes de cocotier et Bernard l'ermite. Là, c'est que pour on essaie d'éliminer que le rat noir. Il y en a encore un? Oui. Encore une. On dirait bien une petite semelle là. Eh ouais. Impossible d'éradiquer totalement le rat noir de Lifou. Mais en maintenant une pression constante sur l'espèce, les gardes nature espèrent donner un peu d'air aux victimes de l'envahisseur. Donc on est sur la ligne 2, hein. Ligne 2. Un ratus, c'est une moyenne, hein. Ouais, une bonne moyenne, on va dire. Ben, des fois, quand on arrive dans une forêt, quand il n'y a pas de vie, on sait que si le rat noir, il est là, il est quelque part. Mais on peut que juste faire réduire la population et puis maintenir la pression pour laisser à d'autres espèces de pouvoir bien se reproduire. Les rats sont arrivés avec les bateaux, hein, au fur et à mesure. Et plus il y a de bateaux qui arrivent, plus il y a de containers qui arrivent, plus il y a de nouvelles populations qui s'installent. Et le rat noir est installé depuis suffisamment longtemps à Lifou pour avoir beaucoup impacté le milieu naturel. Et c'est aujourd'hui malheureusement tellement avancé qu'il n'y a plus de colonies d'oiseaux marins à proprement parler sur Lifou, parce qu'elles ont probablement toutes été éradiquées par le rat noir. Pendant leur formation, les gardes nature attaquent les travaux pratiques avec leurs premiers visiteurs. Ça veut dire c'est un récif où il n'y a que des petits corails. Là, le platier, c'est que des petits corails. On va pas avoir Le discours de Lino n'est pas encore tout à fait rodé, mais l'enthousiasme est là. Les jeunes de la tribu ont laissé leurs fusils sous-marins à la maison
pour embarquer les touristes dans la magie du récif. Strictement interdit à la pêche, Ngoni deviendra bientôt le premier sanctuaire marin de Lifou. En laissant les poissons du récif se développer à leur aise, la réserve coutumière pourra même constituer un précieux garde-manger pour les pêcheurs postés aux alentours. Un argument qui a fait mouche pour convaincre les membres de la tribu Ounété. 10 ans après les premiers balbutiements de la réserve, le rêve de Bassié-Igésier est en passe d'être réalisé. C'est une inspiration tout à fait naturelle, vu comment ça se passe dans le monde à l'heure actuelle. Et donc le besoin de protéger des espaces comme ça permet à des générations futures d'avoir le même cadre de vie et bien sûr toute la biodiversité, aussi bien dans la mer que dans la forêt. On anticipe un petit peu avant que les choses se détériorent à vitesse grand V, quoi, vu comment ça se passe à travers le monde. Dans quelques mois ou quelques années, les puffins reviendront sans doute nicher sur la plage de Ngoni. Lino et les jeunes gardes nature de Lifou auront alors gagné leur pari. En attendant, histoire de se donner du courage, la case traditionnelle de Bassié accueille les chants des anciens guerriers. Le combat de la tribu Ounété pour faire rimer nature et culture ne fait que commencer.